séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à M. Jean-Pierre Barbier. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le budget 2016 de la sécurité sociale, quelques jours après qu'elle ait fêté ses 70 ans. Et cet anniversaire a un goût amer, car la sécurité sociale de 2015 a perdu le sens que voulurent lui donner les hommes du Conseil national de la Résistance. Ils n'ont pas voulu cette grande usine à gaz où les milliards changent de caisse sans améliorer ni mieux garantir à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé, la sécurité matérielle et les loisirs. L'ampleur des déficits est telle qu'il n'est plus possible de surseoir à un travail salutaire de remise à plat. Le défi que nous devons relever pour la pérennité de notre sécurité sociale est celui d'une construction nouvelle, plus efficace, plus responsable et plus lisible pour ses bénéficiaires. Une construction nouvelle qui améliore les performances du système actuel. Dans un contexte de mutation, de déficit structurel, de comptes sociaux et de chômage de masse, nous ne pouvons plus nous satisfaire d'aménagements à la marge, de mesures cosmétiques, si nous voulons sauver notre système de protection sociale. Il va falloir que beaucoup de choses changent si l'on veut que notre système de santé conserve son rang et tienne ses promesses. Mais force est de constater que c'est à nouveau un projet de loi de financement de la sécurité sociale de renoncement qui est présenté par le gouvernement. Le renoncement principal étant celui de la réduction du déficit de la sécurité sociale. L'objectif affiché d'un retour à l'équilibre des comptes en 2017 est désormais reporté à un horizon indéfini. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes dans son rapport annuel sur le financement de la sécurité sociale, publié le 15 septembre dernier. Elle appelle donc de ses vœux, la Cour des comptes, des réformes structurelles qui ne viennent pas, et en particulier sur la branche maladie. Et puisque vous aimez parfois rappeler les chiffres du passé, mesdames et messieurs les ministres, le déficit de l'assurance maladie était de 5,9 milliards en 2012, alors qu'il devrait atteindre 7,2 milliards en 2015. Expliquez-moi la maîtrise des déficits pendant votre législature. La Cour des comptes a d'ailleurs totalement désavoué la politique du gouvernement. Il vous avait fixé un impératif, infléchir fortement par des mesures structurelles la dynamique des dépenses d'assurance maladie. Or, ce PLFSS ne répond pas à l'urgence de la situation. Il ne remplit pas les objectifs de réforme structurelle. Le déficit du régime général, prévu pour 2016, est de 10 milliards d'euros et de 14 milliards avec le Fonds de solidarité vieillesse. Pour la branche maladie, dont le déficit connaît à nouveau une augmentation préoccupante, les réformes structurelles de l'offre de soins, et en particulier de l'hôpital public, sont ajournées. Et l'essentiel des économies seront à nouveau supportées par les produits de santé. C'était presque écrit d'avance. Le poids de l'effort réclamé au secteur pharmaceutique s'alourdit. La facture globale pourrait s'élever à 1,7 milliard d'euros. Le médicament est encore une fois victime d'une vision budgétaire profondément court-termiste. Il représente l'essentiel de la régulation des dépenses d'assurance maladie pour la 4e année consécutive. Alors même que M. Giorgi, président du Comité économique des produits de santé, indiquait lors de sa dernière audition dans la Commission des affaires sociales que nous avions atteint les limites de ces dispositifs de baisse de prix et qu'il faudrait se consacrer à la baisse des volumes. Vous poursuivez en y associant une baisse des volumes, une fixation négative du taux L de la clause de sauvegarde du médicament. Ainsi, le gouvernement paralyse les performances de ce fleuron qu'est l'industrie pharmaceutique française, alors même qu'il s'agit d'un secteur stratégique pour l'économie nationale et pour l'emploi. Les conséquences de la dégradation de cet environnement économique et de l'étranglement de l'industrie pharmaceutique sont fortes. Premièrement,
L'industrie du médicament poursuit son recul en termes d'emploi, puisque cette année, pour la première fois en 10 ans, la barre des 100 000 € est passée, à la baisse bien sûr. Deuxièmement, les investissements productifs dans le secteur pharmaceutique reculent en 2013 de 120 millions d'euros par rapport à 2010. Troisièmement, nos exportations de médicaments reculent. Les exportations de médicaments ont baissé de 5% entre 2013 et 2014. Le solde de la balance commerciale du médicament connaît ainsi un repli historique, passant de 8,77 milliards en 2013 à 6 milliards en 2014. Et pourtant, je crois que notre pays est à la recherche de secteurs qui nous procurent une balance commerciale positive, et il est bien dommage que celle-ci soit abandonnée. Par l'utilisation de votre outil favori, la police fiscale, vous tondez vos moutons préférés. Ainsi, c'est un signal délétère aux investisseurs que vous envoyez. C'est l'attractivité de notre pays que vous pénalisez et c'est le chômage que vous favorisez. Donner à notre industrie pharmaceutique les capacités financières d'innover est pourtant essentiel. La mise au point d'une nouvelle molécule représente un investissement d'environ 1 milliard d'euros et demande plusieurs années de recherche et de développement. Sur ce plan, notre pays recule. Ainsi, sur les 130 molécules autorisées entre 2012 et 2014, seules 8 étaient produites en France, contre 32 en Allemagne, 28 au Royaume-Uni et 13 en Italie. C'est aussi, Madame la Ministre, contrairement à ce que vous dites, à l'innovation thérapeutique et à l'accès aux soins que vous portez atteinte, car vous n'imaginez aucun dispositif nouveau pour financer ces nouveaux traitements, ces traitements innovants qui demain sauveront des vies. Concernant l'accès aux soins, votre politique provoque également des tensions d'approvisionnement et des ruptures de stock qui se multiplient, car les laboratoires préfèrent vendre à l'étranger, là, bien sûr, où les prix sont plus attractifs. Enfin, vous faites aussi, Madame la Ministre, une erreur stratégique, car les études démontrent que l'effort croissant demandé chaque année aux médicaments n'a pas d'incidence sur la courbe du déficit de l'assurance maladie. Et avec votre politique, mais pourtant le médicament, Madame Le Morton, ça devrait vous intéresser, et avec votre politique, c'est toute la chaîne du médicament que vous mettez à mal. Mais en tant que présidente de la Commission des affaires sociales, Madame Le Morton, au 1er juillet 2015, pas moins de 100 officines de pharmacie ont fermé définitivement. Oui, mais c'est pour ça que je parle de ce que je connais. Et si je pouvais terminer, ça m'arrangerait, chers collègues. Mais oui, mais quand les vérités sont dites, elles sont parfois difficiles à entendre. Je vais reprendre le fil, Madame la Présidente. Au 1er juillet, pas moins de 100 officines de pharmacie ont fermé définitivement. À ce rythme-là, 200 pharmacies devraient disparaître cette année, soit plus d'une officine tous les 2 jours. Les déserts médicaux pourraient se transformer en déserts pharmaceutiques. Mais ce n'est pas très grave. Dans quelques années, vous donnerez des subventions, des primes aux pharmaciens pour venir s'installer dans les zones rurales, avec bien entendu des primes pour qu'ils ne délivrent pas de médicaments, un peu les mêmes que vous distribuez aux médecins généralistes en ce moment. Ce constat devrait interpeller le gouvernement, à défaut de le convaincre. Enfin, sur la nécessité de réformes structurelles du système de santé, mais vous préférez mettre la poussière sous le tapis et bricoler tant bien que mal pour présenter ce PLFSS. Et question bricolage, je dirais qu'il y en a à tous les étages. La célèbre boîte à outils est bel et bien ouverte et tout le monde s'en sert. Premièrement, à l'article 7, vous reniez les engagements du gouvernement en repoussant du 1er janvier au 1er avril 2016 la baisse des cotisations sociales pour les salaires, compris entre 1,6 et 3,5 SMIC. Vous prenez le risque de casser le peu de confiance qu'il reste et dont ont besoin les entreprises pour investir et pour embaucher. C'est une nouvelle illustration du double discours du gouvernement à l'égard des entreprises et de votre improvisation budgétaire. Deuxièmement, à l'article 15, dans un article de tuyauterie, comme votre PLFSS en compte trop, vous vous livrez à un nouveau tour de passe-passe comme l'année dernière, en laissant croire que l'allègement de charges voté pour les entreprises en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 sont compensés. Et vous le savez,
c'est faux. Vous renvoyez en réalité le financement de ces allègements de charges à la dette dans le projet de loi de finances. C'est irresponsable parce qu'on parle tout de même de 4,1 milliards d'euros. C'est aussi une incroyable légèreté et un mépris des parlementaires, car vous procédez avec peu de documentation qui nous sont fournies et vous ne nous expliquez en fait pas réellement ces mouvements de fond. Ce type d'article rend le PLFSS illisible et on peut se poser la question de la sincérité du projet de loi. Monsieur Bapt, d'ailleurs, ne nous aura pas rassurés sur cet article en commission parce qu'il a évoqué une tuyauterie complexe, mais une simplification. Comprenne qui pourra. Troisièmement, enfin, un autre exemple de bricolage à l'article 17, mais c'est peut-être le pire. Vous autorisez la CADES à reprendre dès 2016 les déficits accumulés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ACOSS, parce qu'effectivement, il y a une possibilité à la CADES, les fonds présents étaient déjà préfinancés. Or, cette reprise se fait sans affectation de recettes supérieures, alors que même la Cour recommande des recettes de l'ordre de 0,23 points de CRDS afin de ne pas prolonger la durée de vie de la CADES. Le président de la Cour des comptes l'a reconnu lors de son audition devant la Commission des affaires sociales le 16 septembre. Je le cite, « En matière de déficit, les miracles sont vraiment exceptionnels, la magie fonctionne très rarement. Il ne sert à rien de repousser certains sujets à plus tard. En tous les cas, cela ne règle pas obligatoirement à moyen et à long terme. » Fin de citation. J'ai le sentiment que l'on vide les caisses avant de partir, et dans ces conditions, comment financerez-vous l'année prochaine l'augmentation du découvert de la COS? Peut-être laisserez-vous la tâche à vos successeurs, et malheureusement, ça risque d'être nous, en tout cas je l'espère, laisserez-vous la tâche à vos successeurs d'augmenter la CRDS ou la CSG, puisque ces deux contributions financent la CADES avec le fonds de réserve pour les retraites. Madame la ministre, par vos manœuvres, vous essayez d'entretenir l'illusion pour essayer de reculer les échéances des décisions responsables, allumant ainsi autant de bombes à retardement pour les futurs gouvernements. Vous dites agir, réformer, mais en réalité, vous renoncez, vous tergiversez, vous reculez devant l'obstacle. Pire, avec l'objectif 2017 déjà en tête, vous créez, sans étude d'impact, sans évaluation, de nouveaux 3, et vous le faites à la manière d'un illusionniste. C'est-à-dire que vous reprenez d'une main discrète ce que le Premier ministre donne d'une autre main, voyante et volontaire. J'en veux pour preuve les articles 21 à 23 du PLFSS qui visent à aménager la généralisation de la complémentaire santé. Avec l'article 21, en créant un dispositif spécifiquement réservé aux personnes de plus de 65 ans, vous amplifiez d'une part le principe de segmentation de la protection sociale, alors qu'il existe déjà 8 dispositifs d'accès à la complémentaire, et d'autre part, vous demandez aux salariés des entreprises de payer pour les retraités via la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance et qui est facturée aux assureurs à leurs clients. À l'article 22, qui met en œuvre une aide individuelle de l'employeur destinée à l'acquisition d'une complémentaire santé pour les salariés précaires, vous créez de nouvelles obligations pour les employeurs. Il est vrai qu'ils n'en avaient déjà pas assez, eux qui doivent, au 1er janvier 2016, mettre en place le compte pénibilité, la déclaration sociale nominative, la réforme des contrats responsables et la généralisation de la complémentaire santé. Je crois que la coupe est pleine et notre inquiétude, c'est qu'avec ces contraintes supplémentaires, eh bien, des employeurs renoncent à employer ou à conserver des salariés précaires. Ça, c'est une conséquence qu'il faut bien envisager. Quant aux salariés qui voudraient le versement d'un chèque santé pour souscrire le contrat de leur choix, ils devront prouver qu'ils ne bénéficient pas déjà d'une aide pour acquérir une complémentaire santé et ils devront déclarer fiscalement la participation de leur employeur à leur contrat. Ceci participe très certainement au choc de simplification que vous nous avez promis,
et que nous attendons toujours. À l'article 23, en prorogeant la participation transitoire des organismes complémentaires au forfait médecin traitant, vous continuez de saigner les assurés et spécialement les actifs, car ce ne sont évidemment pas les organismes complémentaires qui vont payer les médecins, mais les assurés, puisque les assureurs, et vous le savez, répercutent le coût de la fiscalité sur leurs tarifs. Cette politique est ubuesque. Le gouvernement fait de la politique spectacle en donnant l'illusion de la solidarité, alors qu'en réalité, il crée de nouvelles tracasseries pour les entreprises et continue de faire les poches des Français. La triste continuité d'une politique que nous connaissons depuis maintenant plus de 3 ans. Enfin, vous créez à l'article 39 une protection maladie universelle. Cet article, à lui seul, motive un renvoi en commission du PLFSS, car c'est là un changement très important, et Madame la Ministre, vous l'avez dit vous-même en commission, et c'est le moins qu'on puisse reconnaître. Cet article soulève 2 questions. La première sur la méthode. L'article est présenté comme une simplification, mais il est long, 16 pages, illisible. D'ailleurs, M. Bapt, notre rapporteur, l'a lui-même souligné en commission. Il nous a dit « Ce PLFSS contient plusieurs articles très longs et complexes ». Nous voilà bien servis. Sur le fond, cet article ne comprend aucune étude d'impact. Aucune étude d'impact. On ouvre la boîte de Pandore et puis, ma foi, on verra bien ce qu'il se passe. On s'affranchit totalement de la logique d'affiliation à la sécurité sociale fondée sur l'activité professionnelle et donc à la cotisation, ce qui opère un véritable changement de paradigme. Et ce changement, eh bien, c'est au détour d'un PLFSS que vous l'introduisez, alors qu'il interroge l'un des fondements même de notre rapport à la sécurité sociale. Ce sujet mérite, à mon sens, un débat d'ampleur. De plus, à l'heure actuelle, il est quasiment impossible de mesurer les conséquences pratiques de cet article. Combien de personnes supplémentaires seront concernées dans un contexte où les comptes de la branche maladie n'ont cessé de se dégrader depuis 2012, on ne peut être qu'inquiet de cette ouverture des droits sans aucune contrepartie. D'ailleurs, et de la fraude. En commission, Madame Delaunay nous a répondu que le dispositif... Parce qu'on écoute ce que vous dites en commission, contrairement à vous qui n'écoutez jamais ce qu'on vous dit. Ah oui, mais bon. Donc, est-ce que vous voulez savoir ce qu'a dit Madame Delaunay? Donc, Madame Delaunay, elle nous a... c'est forcément intéressant. Madame Delaunay nous a répondu que le dispositif devrait jouer à périmètre constant. Le conditionnel devrait montre que le gouvernement navigue à vue, sans se soucier du lendemain, sans se soucier des incidences financières, des conséquences en termes de fraude, de notre rapport à la sécurité sociale. Il ouvre toujours et toujours plus en plus de droits et néglige les devoirs. Sous une rhétorique bienveillante, farcie de mots solidarité, égalité, accès aux droits avec cet article, le gouvernement parachève l'étatisation de la sécurité sociale et la déresponsabilisation des assurés. La sécurité sociale se transforme avec vous en une école de l'assistance et de l'irresponsabilité. Tout ceci n'était pas le sens. Oui, j'ai décidé de faire quelque chose en rapport avec le texte qui nous a été présenté. Tout ceci, je ne suis absolument pas déstabilisé. Tout ceci n'était pas le sens de la sécurité sociale de 1945. Mais réservez-vous, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pour revenir à l'article 39, pas tout à fait. Pour revenir à l'article 39, j'ai du mal à ne pas croire au caractère électoraliste de cette carte vitale à vie dont le président de la République a fait l'éloge lors de son discours à la Mutualité française. Avec cette mesure à laquelle nous pouvons ajouter la généralisation du tiers payant, vous promettez la gratuité de soins aux assurés sociaux. Vous laissez prospérer de manière populiste l'idée que la médecine est peu chère et que chacun peut en profiter sans compter. Vous entamez ainsi le lien de confiance indispensable qui doit exister entre les Français et la sécurité sociale. Une partie des Français a désormais le sentiment de cotiser au-delà de ses moyens et de ne pas recevoir à la hauteur de ses besoins. Un sondage de l'IFOP d'août 2015 a révélé que la protection sociale est perçue par les Français comme inégalitaire, inéquitable.
elle est aussi considérée comme intenable. Avec ce PLFSS, vous reportez sur vos successeurs la charge d'équilibrer les comptes et de faire les réformes structurelles nécessaires, tant sur le plan du financement que de l'organisation. Dans votre PLFSS, il y a une absence de cap, une absence de choix, une absence de courage pour traiter les défis de notre protection sociale. Ce PLFSS, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous l'avez expédié. 8 heures seulement de débat en commission des affaires sociales pour examiner 472 milliards d'euros de recettes et 478 milliards de dépenses. Un record. Vous avez tout fait pour éviter le débat en méprisant l'opposition et en muselant votre majorité, ou ce qu'il en reste. Quand on voit les votes tout à l'heure du budget, c'est vrai qu'on peut du projet de loi de financement 2016, on peut s'interroger. Mais Madame la ministre, alors elle est absente, mais là c'est à elle que je m'adresse, elle a très certainement préféré s'exprimer dans l'excellente revue parlementaire du mois d'octobre 2015, excellente revue, dans laquelle vous dévoilez votre vision du système de santé français, de son avenir, de celui de l'hôpital public, que vous souhaitez voir s'investir dans le tourisme médical. Ici, c'est écrit. C'est vrai, la France est devenue un pays attractif pour ces touristes fortunés qui cherchent d'excellents soins parce que nous avons un système d'excellence à des coûts toujours plus bas, parce qu'effectivement, nous avons cultivé le moins cher. Mais nous pensons, et en tout cas, qu'en penseront les Français de cette orientation, alors qu'ils cotisent toujours plus et qu'ils doivent attendre des mois avant de pouvoir un ophtalmologiste ou passer une IRM. Décidément, ou accéder à l'innovation. Décidément, un bien triste anniversaire pour la sécurité sociale, où le tourisme médical est censé renflouer l'hôpital public et où l'achèvement sur la filière du médicament est censé régler le difficile problème du déficit. Mais nous ne partageons très certainement pas, Madame la Ministre, les mêmes valeurs pour ce qui concerne la solidarité nationale dans le domaine de la santé. Aussi, pour toutes ces raisons, sur le fond comme sur la forme, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur de vous demander d'adopter cette motion de renvoi en commission. Je vous remercie de votre attention. Merci.